Bonjour Docteur Pitti. Bonjour, oui. Pour vous présenter, vous êtes né à Oran, en Algérie. À 12 ans, vous partez à Marseille pour fuir la guerre et elle se terminera par les accords d'Évian. À Nice, vous étudiez la médecine pour devenir réanimateur. C'est alors que vous êtes appelé à devenir médecin militaire. Vous partez en mission à travers le monde, à l'île Saint-Pierre et Miquelon, à Djibouti, aux Comores, au Tchad, dans les Balkans, en Syrie et enfin au Bangladesh. En 1991, vous vous installez à Metz. Vous êtes élu au conseil municipal de Metz en charge de l'humanitaire et de l'urgence sociale et sanitaire. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui, ça va bien. Dans votre vie, vous vous sentiez comme réfugié? La seule fois où je me suis senti comme réfugié, en tous les cas déraciné, ça a été lorsque nous avons quitté l'Algérie. Nous l'avons quitté comme les réfugiés, c'est-à-dire du jour au lendemain, avec quelques valises, ma mère, mes sœurs, prendre un cargo où il y avait des milliers de personnes qui étaient sur le cargo, entassées dans la cale, des conditions qui étaient extrêmement difficiles, les toilettes qui ne pouvaient plus être abordées tellement ça sentait mauvais, les gens qui pleuraient, le sentiment de tout avoir perdu, et moi enfant de vivre ça, avec en même temps les marins qui essayaient sur cette population de faire de l'argent. Alors il y avait ceux qui vendaient des pommes, qui vendaient des sandwichs, les marins, il y avait ceux qui vendaient leur cabine pour ceux qui avaient les moyens, ils louaient en même temps les chaises longues, voilà. Et ma mère et mes sœurs, nous étions entassés par terre, ma mère avait amené une couverture et c'est comme ça que nous avons fait la traversée pour arriver à Marseille, à la Joliette, au même temps où il y avait la Croix-Rouge qui était là présente, les associations, la distribution des sandwichs, la distribution de boissons. On est forcément un réfugié à ce moment-là et on le sent. C'est ce que vous avez raconté dans votre livre. C'est ce que j'ai raconté dans mon livre, Là où l'humanité te porte. Quels sont vos projets à venir en médecine, donc médecine de guerre, en France ou à l'étranger? Et le projet pour moi, donc ma compétence universitaire, c'est la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Donc j'ai le sentiment, mais je ne pense pas plus que le sentiment, c'est le fait que former, c'est sauver des vies. Et d'une certaine manière, former correctement les soignants à la prise en charge des blessés dans les situations de catastrophe, les situations d'urgence, les situations de guerre, les former, c'est à travers eux sauver des vies, en améliorant leur prise en charge. Donc je trouve que ma vocation, qui est une vocation pédagogique dans le cadre de la médecine, de former en même temps, c'est ma manière à moi de participer à sauver des vies sur le terrain. Et donc c'est peut-être là ma mission essentielle, c'est celle que je ressens en tous les cas. Aujourd'hui c'est la Syrie, mais c'est aussi le Bangladesh avec les Rohingyas, les 600 000 qui sont dans un camp, dans une pauvreté extrême, un dénuement extrême. Voilà, donc former les soignants, former pour améliorer la prise en charge, pour sauver des vies. C'est un peu la vocation qui est la mienne maintenant aujourd'hui. À 16 ans, elle a fui la Syrie, ravagée par la guerre, en fauteuil roulant, jusqu'en Allemagne. Est-ce que vous connaissez Noujin Mustafa? Non. C'est une Syrienne. Elle était à Alep. Noujin, et elle a écrit un livre en anglais. Et elle a parcouru beaucoup de pays, la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, pour arriver en Allemagne. Et je pourrais vous donner ce livre. C'est très bien. En France, nous pouvons faire des choses pour les personnes handicapées réfugiées.
Est-ce que le COMSIR, Comité d'aide humanitaire au peuple syrien, dont vous êtes le fondateur à Metz, peut m'aider et nous aider? Oui, oui, je pense bien sûr que le but essentiel, c'est, puisque c'est le comité d'aide humanitaire au peuple syrien, on est dans le peuple syrien. Et si vous envisagez effectivement de développer une aide tournée vers les handicapés qui peuvent arriver de Syrie ou en tout cas des pays en guerre, comme si on pourrait vous accompagner, oui. D'accord. Que j'appellerai le comité par mail. Oui. La politique migratoire n'existe pas. Je vous cite. Vous avez été reçu par Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, Harlem Désiré, etc. Vous leur avez dit qu'il serait bon que soit créé un haut commissariat des réfugiés européens, tout comme à l'ONU, un HCR européen. Et ces rencontres ont été vaines. Au niveau européen, les pays de l'Est, comme la Hongrie et la Pologne, ne sont pas d'accord. Faut-il créer ce poste ou pas? Oui, plus que jamais, il est vraiment important que nous ayons une réflexion qui soit à la fois nationale et en même temps européenne. Quand on regarde bien la crise migratoire syrienne, c'est-à-dire toutes ces populations réfugiées en Turquie qui ont voulu rejoindre l'Europe il y a maintenant de cela 2 ans, ont créé un mouvement de rejet et qui était indigne de la façon dont l'Europe les a reçus. Est-ce que les gens se souviennent de ces gens qui se faisaient matraquer, bastonner, arroser, rejeter au bord des frontières, la Macédoine, la Bulgarie? Ils cherchaient en permanence une façon de pouvoir pénétrer en Europe. Et c'était indigne de l'Europe qui se veut en même temps avoir des valeurs judéo-chrétiennes. Et or, les valeurs judéo-chrétiennes sont des valeurs d'accueil, c'est des valeurs d'hospitalité, c'est des valeurs qui sont vers la tolérance en même temps, vers la compassion, la charité. Et donc, indigne de l'Europe, indigne des valeurs que veut porter l'Europe dans le monde, au point qu'en fin de compte, l'Europe, cette Europe-là, cette Europe qui est une Europe des affaires, s'est effondrée. Une vraie crise européenne profonde qui s'est instaurée avec en même temps la montée des populistes. Surtout lorsqu'il a fallu mettre en place des quotas de répartition de ces réfugiés entre les différents pays. Et on a vu l'égoïsme apparaître, l'Europe montrer son vrai visage, c'est-à-dire une Europe d'affaires, et non pas une communauté européenne. On n'est pas dans la communauté au sens où nous formons communauté, mais on était devant un club d'affaires. Et au fond, on voit très bien la fuite des Anglais, le Brexit, voilà, veulent pas participer, ça les intéresse pas au fond à cette Europe qui leur coûte cher de leur point de vue. Donc on est véritablement au fond à se poser la question, est-ce qu'il y a lieu il faut refonder l'Europe sur d'autres éléments, sur une autre politique. La crise migratoire, ce n'est pas une crise au sens où on peut l'entendre, c'est vraiment un mouvement sociétal très profond. Il y a un mouvement migratoire qui s'est mis en place et qui vient bien entendu du sud vers le nord et aussi du Moyen-Orient, d'Afrique et ailleurs, et du Moyen-Orient, et qui vient et qui est important. Je suis allé à Lampedusa j'ai vu arriver... C'est la fin de votre livre. Ah oui, c'est ça, je suis allé à Lampedusa, j'ai vu ça. Et donc on voit très bien que ce mouvement n'est pas une crise, ça va être pérenne, il va aller en augmentant d'année en année, d'autant plus que s'instaure en même temps la crise climatique avec, dans le Sahel, en même temps la pression démographique en Afrique, où en 2050 les Africains seront 2 milliards, plus de 2 milliards. Et donc, est-ce que la réflexion consiste à ce que chaque pays ferme sa frontière, s'autoprotège, ou est-ce que la réflexion dès à présent n'est pas plutôt une réflexion de concertation, de collaboration, à essayer de savoir comment nous allons répondre justement à cet afflux de gens qui vont venir, quel type de politique nous voulons pour l'Europe, ensemble, d'autant que nos sociétés
sont elles-mêmes travaillées à la fois par un certain nombre d'éléments qui leur pose, qui les remet en cause. C'est à la fois nous, la baisse démographique que nous constatons en Europe, alors même qu'il y a au contraire une hausse démographique dans les pays du Sud. Il y a en même temps la fin d'une économie c'est du capitalisme, c'est la fin en même temps du capitalisme de consommation auquel nous assistons. Il est clair que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous arrivons à la fin du capitalisme de consommation et donc il faut repenser nos économies, notre mode d'économie, donc vers une nouvelle économie. Et puis, au même temps, nous sommes travaillés aussi. Cette Europe, elle est en même temps travaillée par une autre forme, la social-démocratie. On voit bien qu'elle a ses limites, en même temps, dans la répartition des richesses, etc. Et que beaucoup de jeunes ne trouvent pas de travail, qu'il y a une remise en cause, effectivement, du mode de fonctionnement dans nos sociétés. Le plein emploi, nous ne le connaîtrons plus. Quel type en France, en tous les cas. Ou alors, effectivement, nous pouvons connaître le plein emploi comme en Autriche, éventuellement, comme en Allemagne, mais ça veut dire en même temps aux dépens des salaires. Et donc, alors oui, on peut donner du travail à tout le monde, mais payer pas cher. Ce qui crée quand même un paupérisme des populations. Donc nous sommes, en même temps, nos sociétés occidentales sont travaillées par tout ça, et en même temps, vous avez un flux migratoire aussi qui est en train de se faire. Donc il y a nécessité de réfléchir ensemble à quel type d'Europe nous voulons aujourd'hui, et en particulier de savoir, par rapport à cette crise migratoire, quelles réponses nous pouvons apporter tous ensemble à l'Europe. Au risque justement que nous rentrions dans une sorte de déflagration de l'Europe, du chacun pour soi en même temps. À Bruxelles et à Strasbourg, il y a les institutions européennes, notamment le Parlement européen. Est-ce que vous êtes partant pour être député européen dans 2 ans? Si, par exemple, c'est quelque chose pour lequel, sur le plan de la politique, c'est quelque chose, effectivement, où je serais prêt à m'engager. Parce que l'Europe, c'est fondamental pour moi. Si l'on veut réussir l'Europe de demain, il faut que nous soyons capables de dépasser la notion de nation. Et j'aurais tendance à vouloir, moi, une Europe des États plutôt qu'une Europe des nations. Je serais d'accord pour que nous puissions être dans le transnational, de manière à dépasser cette notion, pour aller vers une espèce de politique du cosmopolitisme, c'est-à-dire qu'on se sent citoyen européen, mais rattaché à un État. Je suis rattaché à l'État français, dans l'administration, etc., mais je suis avant tout européen. Et donc défendre cette idée européenne, ça me paraît fondamental. Et aujourd'hui, repenser l'Europe, repenser le transnationalisme, ce sont des enjeux qui me paraissent importants. Et oui, s'il y avait par exemple un engagement politique que je voudrais aujourd'hui, ce serait cet engagement-là. D'accord, l'Europe. Oui, pour l'Europe. Oui, pour l'Europe. Vous avez eu la Légion d'honneur à un stade plus avancé, le 2e niveau, je crois. Mais vous l'avez rendu parce que la politique migratoire n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron s'il vous dit « Je veux que tu sois un ministre des réfugiés et de l'urgence sanitaire ». Écoutez, si on me propose le poste, avec les moyens qui vont avec, oui, c'est-à-dire oui, je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à mettre encore mes forces pour le pays, ça me paraît. De toute façon, ça me paraît. L'engagement n'est pas un engagement de choix, je veux ça et pas ça, je prends ceci ou je prends pas ça, etc. L'engagement est toujours en rapport avec les valeurs que l'on porte. Si à un moment donné, il y a concordance entre les valeurs que l'on porte et la politique qui se met en place, alors je suis prêt à m'engager pour faire. Moi, j'ai une vision qui est loin d'être... j'ai une vision stoïcienne de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au sens où
La responsabilité m'engage. Oui. Elle m'engage complètement, la responsabilité. Et elle me fait devoir de faire, d'accomplir, etc. On le perçoit dans votre livre. Et donc, je ne ferai pas ça simplement pour avoir la fonction. D'accord? Je ferai ça parce qu'à un moment donné, je le sens comme un devoir de le faire et de le porter. Et si on me propose effectivement de m'occuper de l'accueil, de l'intégration, dans la dignité des personnes qui viennent à nos portes pour demander l'asile, et qu'on me donne les moyens, oui. Si on ne me donne pas les moyens, d'accord, et c'est simplement un cache-misère en disant ben, on a mis quelqu'un d'un peu humaniste à cette fonction, etc. Non, je partirai aussi facilement que j'ai rendu mon grade d'officier de la Légion d'honneur à Macron. Je n'en ai que faire. Je n'en ai que faire si à la fois mes valeurs ne sont pas en concordance au même temps avec les valeurs que veut porter mon pays, qui est terre d'accueil, défense des droits de l'homme, générosité, etc. Dans la mesure où il n'y a pas, que ce sont ces valeurs-là que nous voulons porter, je suis prêt à défendre ces valeurs-là et à me mettre au service de ces valeurs. Oui, je le ferai. Vous êtes élu au conseil municipal de Metz en charge de l'alimentaire et de l'urgence sociale. C'est plus bas que ministre. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors ça se situe à plusieurs niveaux. D'abord, on travaille avec les associations de solidarité sur la ville de Metz qui se sont organisées en réseau, on appelle le RESA, donc le réseau de solidarité de la ville de Metz. Et donc je travaille avec eux sur les différents aspects qui relèvent de la dignité humaine, qui sont la manger, qui sont au même temps être hébergé, s'abriter, qui sont aussi l'aspect culturel, l'aspect éducationnel, etc. Donc nous travaillons ensemble à ce niveau-là et j'essaye d'apporter en même temps tout le soutien que la mairie, de mobiliser les moyens de la mairie pour apporter justement aux associations l'aide qu'elles peuvent attendre pour les missions qu'elles se sont données. Ça, c'est l'aspect un peu général. J'avais donc créé les premières assises de la solidarité à Metz il y a 2 ans, justement sur ces différentes thématiques pour voir un peu comment nous pouvions faire avancer les choses. Je fais la même chose au niveau sur le plan de la solidarité internationale, mettre en réseau toutes les associations qui travaillent sur la solidarité internationale, de manière à avoir une cartographie de leur action dans le monde, où est-ce qu'elles travaillent, et au même temps, quelles sont leurs missions de base. Est-ce que leur mission c'est l'éducation? Est-ce que leur mission c'est la santé? Est-ce que leur mission c'est l'eau? Est-ce que c'est en même temps l'énergie, etc. De manière à les mettre en réseau, les unes avec les autres, et puis celles qui ont le même projet, les mêmes objectifs, se mettre ensemble pour monter ensemble des projets. Et moi, de mobiliser les moyens de la mairie pour leur apporter l'aide dont elles peuvent avoir besoin. Alors, il y a d'un côté aussi les demandeurs d'asile qui arrivent sur notre territoire messin, se battre pour faire en sorte que ces demandeurs d'asile, qui sont souvent dans la rue en attendant que l'État puisse les héberger, puisque ça relève de la compétence de l'État, mobiliser les moyens de la mairie pour leur donner de l'eau, pour leur donner des sanitaires, aider les associations qui leur viennent en aide, mobiliser des fonds, puisque nous leur avons donné de l'argent. Nous avons mis à disposition une maison tout près de la patinoire, qui a été une mise à l'abri, transitoire pour des gens qui se retrouvent dehors. Voilà, je mobilise les moyens de la mairie pour venir en aide. Et là, avec le maire et les autres élus, nous avons réussi à convaincre l'État de ne plus accepter ce parking de Blida. Et nous allons ouvrir dans quelques jours un SAS de mise à l'abri d'urgence pour les demandeurs d'asile pour faire en sorte qu'ils ne soient plus à la rue. D'un côté, il y a aussi les Roms, qui est une population discriminée, qui vivait sur un bidonville. Ils ont été déplacés, ils ont été mis sur un terrain pour lequel nous avons signé une convention avec la SNCF, qui leur a été mis à disposition. Nous avons aidé à recréer leur bidonville. Nous leur avons apporté de l'eau, nous leur avons apporté de l'électricité, on leur a apporté des sanitaires, on a créé aussi des cuisines, on a créé un contrat avec les Roms, il y a 17 familles.
Nous avons mis en place une éducatrice payée par l'État, la Fondation Abbé Pierre et la ville. Et maintenant, ces populations-là de Rome sont accompagnées par une éducatrice. Sur les 17 familles, 7 maintenant ont trouvé un emploi et sont relogées et sont en appartement. Pour ce qui concerne les SDF, nous avons lancé la nuit de la solidarité pour dénombrer le nombre de SDF que nous avons en ville, à Metz. Et le CCAS a élaboré un plan d'urgence pour lutter contre le sans-abrisme actuellement. Voilà, j'essaie de mobiliser autant que je peux les forces municipales, justement pour soutenir l'action des associations de solidarité. Vous avez lancé un projet de pharmacie solidaire. Pourriez-vous nous dire en quelques mots? Oui, la précarité ne touche pas simplement les SDF, les sans-emploi, etc. La précarité touche aussi, en particulier, les personnes âgées. Et ces personnes, beaucoup de ces personnes âgées vivent dans une certaine solitude en même temps. Alors, elles connaissent la précarité, surtout quand le conjoint meurt. À ce moment-là, la pension de réversion ne suffit plus. Elle ne suffit plus à faire face. Ils sont souvent propriétaires, mais il y a les impôts locaux, il y a les impôts fonciers, lesquels ils sont soumis, il y a la facture de chauffage en même temps, et leurs revenus, d'accord, ne suffisent plus à faire face à cela. De ce fait, sur le plan santé, ces populations, ces personnes âgées avaient des habitudes thérapeutiques, qu'on peut appeler des habitudes de confort, avec des médicaments dits de confort, mais qui restent quand même des médicaments auxquels ils sont habitués. Et de ce fait, ils n'ont plus, pour beaucoup d'entre eux, n'ont plus de mutuelle. Et ces produits ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ces produits. De ce fait, c'est un coût important pour eux, et auquel ils se privent, pour n'aller que vers les traitements thérapeutiques remboursés par la sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'ils vont abandonner, ils ont l'habitude de prendre peut-être des produits sédatifs pour dormir, des choses comme ça, des produits qui sont considérés par la sécurité sociale comme étant des produits de confort, mais qui étaient aussi importants pour leur confort à eux que de les avoir. Donc cette idée, c'est de dire, eh bien, nous allons mettre en place une pharmacie solidaire qui permettrait à toutes ces personnes isolées, mais aussi les SDF, bien entendu, mais aussi les Roms, mais aussi, etc., mais aussi les demandeurs d'asile, eh bien, de venir dans cette pharmacie, qui est une pharmacie solidaire, à qui nous pourrions, le pharmacien qui est là présent, pourrait à la fois donner des conseils, hein, et en même temps, donner ces médicaments qu'ils ne peuvent pas acheter par eux-mêmes. D'accord. Merci beaucoup. De rien. On va juste rappeler le titre de votre livre, Va où l'humanité te porte. Oui. À bientôt. Merci beaucoup, lui. Merci.